Traduction sans filet numéro 109, je crois. Après une semaine d'interruption encore. Il se trouve que cette semaine, dans le cadre d'un des cours que je donne en première année, dans lequel chaque semaine on travaille sur un, plus exactement les étudiants travaillent à partir d'exposés puis d'extraits sur un livre différent. On termine le semestre, puisque ensuite il y aura la dernière semaine de cours avec le partiel puis les examens. On termine cette semaine avec ce qui est considéré comme un classique de la littérature américaine contemporaine, Cormac McCarthy, The Road. Alors je ne vais pas faire tout un cours, tout un laïus sur The Road, il faut juste savoir que quand ce livre a été mis au programme, quand on a décidé en équipe pédagogique d'une liste de lecture pour les étudiants de première année en spécialité d'anglais, afin de couvrir une partie des domaines et de donner quelques premiers outils indispensables de défrichage et de culture d'angliciste, les collègues américanistes ont mis au programme The Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne et pour la partie contemporaine et même ultra contemporaine, The Road de Cormac McCarthy. Ils avaient tous l'air absolument unanimes pour dire que c'était le classique contemporain. Et comme évidemment j'avais un peu honte parce que je ne l'avais pas lu, il se trouve que ce cours qui s'appelle Aide à la réussite, en fait c'est moi qui m'en suis retrouvé le responsable pédagogique, le coordinateur depuis maintenant plusieurs années. Et donc quand Cormac McCarthy a été mis au programme il y a 2 ans, voilà, ça fait 2 ans maintenant, j'ai évidemment aussitôt lu, j'ai fait des fiches dessus, etc., etc. Et je ne dirais pas que j'ai été déçu, parce que d'un certain côté, bien entendu, j'ai été, comme je pense l'immense majorité des lecteurs, happé par cette histoire, par la dureté de cette histoire, par la beauté aussi de certains aspects de cette histoire. Mais je reste un tout petit peu retenu, en quelque sorte, par deux choses. Bon, une première, qui est ce que je pourrais appeler peut-être en fait une forme de kitsch. C'est une exagération, évidemment, une énorme exagération, même parce qu'il ne s'agit pas du tout d'une écriture kitsch, mais une forme au moins de, on va dire, oui, de croyance ou d'insistance sur des croyances qui me paraît émaner d'une religiosité finalement assez simpliste. Voilà, donc ça m'a quand même un peu retenu. Puis il y a quelque chose d'autre qui m'a retenu, c'est que l'écriture, qui est très belle et qui est souvent louée et vantée, me paraît tourner un petit peu à vide par moments et être sur une machine un peu répétitive, notamment dans les tournures stylistiques. J'ai eu le sentiment, en le lisant, puis j'ai eu surtout le sentiment d'ailleurs en le relisant, en le retravaillant, que ça ne résistait pas toujours et que finalement c'était très académique ou que c'était un roman qui créait une écriture, une forme d'écriture ou qui, non pas qui créait, mais qui reprenait à son compte pour le développer, pour la développer, une forme d'écriture finalement que l'on dit parfois écriture minutieuse, écriture blanche, écriture neutre, qui n'est pas tant que cela, et qui repose finalement sur un nombre de, comment dire, de caractéristiques stylistiques ou d'inventions stylistiques, un répertoire extrêmement minime finalement. Quand on sort de la... si l'on accepte le travail sur les monosyllabes, les allitérations et la structure duel ou triple des phrases, avec une récurrence très importante de l'accumulation, de la syntaxe accumulative avec des and, finalement je trouve que c'est une écriture qui finit par tourner un peu en rond, par tourner un peu à vide. C'est extrêmement, enfin, comment dire, c'est une réserve, c'est pas une critique fondamentale, c'est une réserve. C'est ce qui, moi, fait que je considère que ça n'est pas, enfin, pour moi, je ne suis pas américaniste, ça ne peut pas être le grand chef-d'œuvre de la littérature américaine contemporaine, parce que finalement, du point de vue de l'écriture, il me semble relever d'une prise de risque assez moyenne, finalement. Il y a peut-être que ça n'est pas assez non plus, je sais pas, extravagant, recherché, je sais pas, enfin, assez innovant. Il y a un côté un peu mainstream, quoi. C'est un roman qui est aussi, voilà, qui finalement ne demande pas non plus une très très grande, comment dire, réflexion. Alors on va dire ça comme ça, mais c'est pas, enfin, c'est ce qui en soi n'est pas un reproche, mais enfin bon. Voilà, donc ce sont les deux reproches principaux les deux réserves, c'est pas des reproches, les deux réserves que j'avais pu formuler à l'égard de ce roman.
J'ai dit que je ne faisais pas tout à la use, puis je blague, et ça n'en finit pas, bien au contraire. Bon, c'est complètement idiot, mais c'est comme ça. Il se trouve, pour être complet, tant qu'à avoir dégoisé, que j'ai lu The Road bien après un autre roman on va dire, qui peut être classé comme contemporain, mais que son auteur soit mort depuis quelques années maintenant. Un livre dont je parle souvent, alors pas dans ces vidéos, mais dont il m'est arrivé souvent de parler soit à des amis, soit sur les blogs, et qui est le roman de David Markson, Wittgenstein's Mistress, traduit en français par La maîtresse de Wittgenstein, chez POL, par Martin Winkler, je crois d'ailleurs. Alors que moi j'ai lu en anglais, mais on a la traduction française ici aussi, et qui était un livre sur le même sujet, sur une vision post-apocalyptique du monde, et qui était un livre qui, dans l'approche, comment dire, la construction du personnage, la construction de la situation, par le langage, l'énigme que pose cette situation et le temps qu'il faut au lecteur pour comprendre exactement de quoi parle la narratrice, me paraît, enfin voilà, beaucoup plus marquant, beaucoup plus bouleversant, m'a beaucoup plus bouleversé, y compris par sa langue, par ce qu'il fait de la langue, que The Road de Cormac McCarthy. Voilà, donc ma réserve vient aussi de cela, à savoir que j'ai toujours le sentiment, à tort sans doute, parce qu'il y a peut-être de très nombreux lecteurs qui ont lu les deux et qui en fait n'aiment pas du tout Wittgenstein's Mistress pour plein de bonnes raisons, mais j'ai toujours le sentiment que les gens qui sont dans une admiration comme ça, qui moi me paraît démesurée de The Road, n'ont peut-être en fait pas lu certains autres livres, et notamment Wittgenstein's Mistress, mais c'est sans doute arrogance de ma part, ça ne serait pas la première fois. Bien, si on en est à faire notre autocritique. Alors 7 minutes, c'est merveilleux, 7 minutes sans traduire, c'est complètement ridicule. Alors du coup, justement pour me donner tort, pour achever de me donner tort, j'ai voulu risquer l'exercice de traduction improvisée, sachant que la traduction commerciale de The Road, La Route, qui a aussi donné lieu à un film, comme sans doute certains le savent ou certains l'ont vu, The Road a évidemment été traduit, mais mon propos n'est pas là. J'ai choisi un passage, tout d'abord pour lire un extrait, et puis voilà, des pages 221 à 222 dans l'édition de poche, parue en 2007, je crois, l'année qui a suivi la première publication de The Road, donc voilà, c'est un roman qui a 11 ans maintenant. C'est un passage qui commence à la page 221, et qui m'a paru intéressant pour la question de la métaphorisation, mais aussi, on va le voir un petit peu plus loin, pour la question des chassés-croisés. Alors voilà. They carried armloads of dead limbs up the back stairs, through the kitchen and into the dining room, and broke them to length and stuffed the fireplace full. He lit the fire, and smoke curled up over the painted wooden lintel, and rose to the ceiling and curled down again. He fanned the blaze with a magazine, and soon the flue began to draw, and the fire roared in the room, lighting up the walls and the ceiling and the glass chandelier in its myriad facets. Avec une petite remarque, il y a une coquille dans cette édition, dans la plupart des éditions d'ailleurs. Myriad est écrit Myriad, A-I-D au lieu de I-A-D. The flames lit the darkening glass of the window where the boy stood in hooded silhouette like a troll coming from the night. He seemed stunned by the heat. The man pulled the sheets of the long empire table in the center of the room and shook them out and made a nest of them in front of the hearth. He sat the boy down and pulled off his shoes and pulled off the dirty rags with which his feet were wrapped. Everything's okay, he whispered. Everything's okay. Donc je ne reviens pas sur la situation, un homme et son fils dans un monde post-apocalyptique tentent d'atteindre la côte et donc l'océan dans un paysage de désolation. Et ici, ils cherchent à faire du feu dans une maison dans laquelle ils se sont introduits, bien sûr, en catimini, qui n'est pas leur maison, et dans laquelle ils vont tenter de faire du feu pour se réchauffer. Et la raison pour laquelle je voulais parler de ce texte-là, que je ne vais pas traduire en entier, parce que la vidéo, qui est déjà fort longue, le serait insupportablement longue, c'était pour la première phrase, puisque, justement, pour démontrer le contraire de ce que je disais, je disais que il m'arrivait de trouver qu'il y a des facilités d'écriture, c'est quand même un roman qui a quand même, voilà, c'est un vrai écrivain, comme une vraie écriture. Et ici, par exemple, they carried armloads of dead limbs. Alors évidemment, armloads, c'est bien sûr des brassées, c'est littéralement des charges de bras, c'est-à-dire ce que l'on peut porter, tout ce que l'on peut porter dans ses bras. They carried armloads of dead limbs up the back stairs, through the kitchen and into the dining room.
Et ici, les limbs, les membres, littéralement, c'est en fait une catachrèse en anglais, c'est-à-dire une image figée. Ça veut dire qu'il y a l'utilisation du mot membre pour parler des brindilles mortes. Et c'est une métaphore qui est complètement dans la langue. Ce n'est pas Cormac McCarthy qui fait une innovation lexicale, si vous voulez. En revanche, ce qu'il fait, c'est qu'il met côte à côte armloads et dead limbs. Et donc ça n'est pas du tout innocent. C'est une manière pour lui de souligner le fait que les brindilles qu'il trouve, le bois mort qu'il trouve, est évidemment un énième rappel de la catastrophe qui a eu lieu, et que là où le père et son fils restent des êtres vivants, qui ont des bras vivants, qui peuvent porter du bois, le bois mort est là pour rappeler aussi la mort du vivant, et puis sans doute les squelettes aussi qu'ils trouvent sur leur chemin tout le long. Et en l'occurrence, je ne vois pas, et c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo, parce que je ne vois pas du tout comment traduire cela. Armloads of dead limbs, il n'y a pas tellement d'autres solutions en français que de dire des brassées de bois mort, des brassées de brindilles, des brassées, oui, de branches mortes, enfin voilà, branches, brindilles, bois. Il y a certainement plusieurs solutions, mais aucune qui va donner cette idée que les branches sont comme des squelettes, sont comme des fragments de squelettes, des ossements ou des membres morts, littéralement, en anglais. Donc il y a une resémantisation de cette image figée par Cormac McCarthy. Alors voilà, donc un échec, en tout cas un aveu d'échec. They carried armloads of dead limbs. Ils portèrent des brassées de branches mortes, de brindilles mortes, up the back stairs, en passant par l'escalier de derrière, through the kitchen, en traversant la cuisine, avant de déboucher dans la salle à manger, and broke them to length, il les... they broke them to length, mais ça je ne l'avais pas vu en fait. Là on est plutôt sur une structure résultative ici en anglais, ils les coupèrent de sorte qu'ils aient, littéralement en anglais, they broke them to length, ils les coupèrent à la longueur. Vers la longueur. Et donc ça veut dire ils les coupèrent à la bonne longueur en fait. Ils les coupèrent à la bonne longueur, ou ils les coupèrent pour qu'ils aient la bonne longueur, and stuffed the fireplace full. Puis en emplirent le foyer ou l'âtre. Puis ils en bourrèrent peut-être, parce que stuff full, il y a vraiment une idée c'est une sorte de compensation du manque qu'il y a eu jusque-là. Ils ont vraiment envie d'avoir une grande flambée. Donc, and they stuffed the fireplace full, et ils en bourrèrent l'âtre. He lit the fire, il alluma le feu, and smoke curled up over the painted wooden lintel. Et ici, c'est la deuxième raison pour laquelle je voulais faire une vidéo, la numéro 109, sur ces quelques phrases, sur ces quelques mots. On a quelque chose dont j'ai parlé dans les 2 ou 3 dernières vidéos, qui est l'utilisation, enfin le recours probable, même presque obligatoire ici, au chassé-croisé. Curled up, up marque le mouvement, curl marque la manière. En français, on va faire le contraire, on va utiliser un verbe pour traduire le mouvement, et la fumée s'éleva. Donc il alluma le feu, et la fumée up s'éleva, curled en volute ou en s'enroulant. Peut-être ici en s'enroulant, puisqu'on a une autre préposition ensuite, over the painted wooden lintel. Elle s'éleva en volute, ou elle s'éleva en s'enroulant, le long du linteau de bois peint, rose to the ceiling and curled down again, monta jusqu'au plafond, puis redescendit en volute. He fanned the blaze with a magazine. Il se servit d'un journal ou d'un magazine pour... Alors, est-ce qu'on dit éventer le feu? Non, comment on dit pour... c'est fan the blaze, c'est pour chauffer... Non, quand on dit chauffer les braises, comment on dit ça? Quand on fait ça, là, avec un... quand on utilise un soufflet, enfin... Comment on dit ça? Fan the blaze. J'ai un énorme trou, là. He fanned... J'aurais pas dû aller au-delà de la deuxième phrase, comme quoi ça se confirme. He fanned the blaze with a magazine. Il se servit d'un magazine pour souffler sur les braises, je vais dire ça comme ça. And soon the flue began to draw. Alors attention, flue en anglais ici c'est F-L-U-E, c'est un mot qui est homophonique de F-L-U, flue la grippe, ici c'est the flue F-L-U-E qui veut dire le conduit tout simplement. Et le conduit se mit à aspirer la fumée. The fire roared in the room.
le feu, alors littéralement rugit dans la pièce, ça me paraît un peu bizarre quand même, crépita dans la pièce peut-être, le feu crépita dans la pièce en éclairant les murs et alors, ah oui, lighting up the walls and the ceiling and the glass chandelier in its myriad facets. Et on va s'arrêter là, je rassure ceux qui ont tenu jusqu'ici, les braves. Et le feu crépita dans la pièce en éclairant les murs, le plafond et jusqu'au chandelier de verre avec ses multiples facettes, avec on dit un lustre à facettes, il me semble, et le lustre en verre, parce qu'il y a le chandelier, en français c'est juste un élément unique, il me semble. Donc ici on dira le lustre, je pense, je me suis laissé attraper par l'utilisation du mot français en anglais, chandelier, il me semble qu'on ne peut pas dire un chandelier pour ça. Et jusqu'au lustre en verre avec ses multiples facettes. Voilà, je m'en tiens là pour l'instant. La suite, page 222 de The Road. À bientôt.